Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, être agile, c'est tendance. Un mot qu'on retrouve partout. Dans les startups, dans les grandes entreprises, les offres d'emploi, les discours d'experts, etc. Mais derrière ce mot qui fait vendre, on oublie parfois une chose essentielle. L'agilité n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas universelle, elle n'est pas miraculeuse et surtout, elle n'a pas tout inventé. Alors qu'est-ce que l'agilité nous a vraiment apporté dans le monde du travail ? Où commence la vraie agilité ? Où s'arrête le marketing ? Dans cet épisode, on va prendre un petit peu de recul, alors pas pour critiquer, mais pour comprendre. Alors est-ce que l'agilité, c'est la réponse à tous nos problèmes en gestion de projet ? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'agilité, elle a transformé la gestion de projet et c'est une bonne chose, clairement. Alors l'agilité, elle a fait une arrivée fracassante en 2001 avec la publication du Manifeste Agile, donc qui fait l'apologie d'une autre manière de développer des applications informatiques. À l'époque, on parlait de l'agilité dans le contexte du développement informatique. Aujourd'hui, on peut retrouver de l'agilité en fait dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité. Alors bien sûr l'informatique, mais pas que. Alors pourquoi 2001 ? En fait 2001, on a 17 personnes qui se sont réunies, donc ce sont les 17 signataires du Manifeste Agile, qui est très rapide à lire, donc si vous ne l'avez pas encore fait d'ailleurs, je vous le conseille, et je vous mettrai un lien dans la description de ce podcast. Mais en vérité, en fait, l'agilité n'est pas apparue comme ça d'un claquement de doigts en 2001 avec la publication de ce manifeste. C'est quelque chose qui est apparu un peu avant, et le manifeste, il entérine l'agilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a déjà eu un certain nombre d'expérimentations. Scrum, par exemple, Scrum existait avant le Manifeste Agile. Et on peut le voir, en fait, dans le très bon livre de Jeff Sutherland, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Franchement, c'est une pépite. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. On voit toute la réflexion qui a mené à Scrum tel qu'on le connaît aujourd'hui. Scrum qui est une approche agile, parmi d'autres. On pourra en rediscuter sur un futur podcast. Et franchement, je vous le conseille. Alors, ce qui est intéressant avec l'agilité, c'est que ça nous a apporté des éléments rafraîchissants en gestion de projet. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments qu'on faisait déjà et qui ont été, entre guillemets, remarketés. Mais c'est quelque chose qui a permis, en fait, à la gestion de projet de se renouveler un petit peu, ou en tout cas de faire prendre conscience de certaines problématiques qu'on rencontrait trop souvent sur les projets informatiques. Et comme des projets qui étaient quasi systématiquement en retard, avec des dépassements de budget, comme des estimations qui se retrouvaient à faire x2, voire x3 dans la réalité, etc. Et l'agilité, ça nous a permis vraiment de prendre du recul sur tout ça et de réfléchir à notre manière de travailler pour, pourquoi pas, en fait, faire preuve d'empirisme et surtout, pourquoi pas, en fait, trouver de nouvelles façons de travailler ensemble et idéalement des façons plus efficaces. Là où j'ai un problème aujourd'hui, c'est qu'en écoutant certains agilistes, notamment ceux qui sont très présents sur LinkedIn, l'agilité, ce serait même la seule manière de bien travailler. Tout le reste, c'est des méthodes de dinosaures. Et alors ça, clairement, vous me connaissez, je suis pas du tout d'accord avec ce type de discours. Pourquoi ? Parce que l'agilité, en fait, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, et on va y revenir. Cette vision qui est de dire que l'agilité, donc c'est la bonne manière de travailler, la manière moderne, la manière efficace de travailler, contrairement aux méthodes un peu plus, on va dire, prédictives, traditionnelles de gestion de projet qui sont des méthodes de dinosaures, c'est une vision qui est très manichéenne, que je partage pas du tout, et surtout on est proche du dogme, où on prêche sa vérité, et sa vérité ou ma vérité, c'est érigé en parole de l'évangile. Et ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est juste pas possible, mais on va y revenir. Alors, qu'est-ce que l'agilité, concrètement, elle a apporté à la gestion de projet ? Alors déjà, c'est une logique d'adaptation continue. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais Thibaut, l'amélioration continue, le PDCA, etc., ce sont des choses qui existent déjà depuis bien avant l'agilité. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et je ne remets absolument pas en cause ça. Par contre, et là où c'est intéressant, c'est que l'agilité, en fait, elle a démocratisé finalement cette logique d'adaptation continue, et elle a apporté avec elle de nouveaux outils qui sont peut-être une redite Elle a démocratisé cette logique d'adaptation continue
Et donc, on ne cherche plus à tout planifier dès le départ, on accepte l'incertitude, on n'attend pas la fin du projet pour se demander comment s'améliorer, ça devient un processus continu, et l'amélioration continue, elle est intégrée dans le cycle. À la fin de chaque sprint agile, on a une rétrospective qui permet justement à l'équipe de mettre en place de l'amélioration continue, etc. C'est bien sûr quelque chose qui pouvait très bien se faire avant, qui peut se faire sans pour autant pratiquer une approche agile, et c'est pour ça que je parle parfois de marketing pour définir l'agilité, mais il faut quand même reconnaître ça, l'agilité a permis de démocratiser l'adaptation continue, l'amélioration continue, et ça c'est une très bonne chose. Second point, l'agilité c'est une approche qui est centrée sur la valeur livrée à court terme, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour maximiser la valeur pour le client tout de suite maintenant et pas dans 3 ans. Donc on va livrer rapidement, on va livrer successivement par petits bouts, et on repriorise constamment les choses à faire de sprint en sprint, donc d'itération en itération, en fonction des retours utilisateurs, encore une fois, pour toujours délivrer un max de valeur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est un peu perdu parfois en gestion de projet, et c'est une bonne chose, je trouve, que ce soit revenu au travers de l'agilité. Troisième point, et non des moindres, une meilleure collaboration entre parties prenantes, que ce soit des métiers, que ce soit la technique, les utilisateurs finaux, etc. L'agilité a fait la part belle à la communication et à la collaboration. Et d'ailleurs, la première valeur du manifeste agile, c'est les individus et leurs interactions, de préférence aux processus et aux outils. Et la troisième valeur, c'est la collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles. Donc on voit bien que cette notion de collaboration, elle est vraiment au cœur de l'agilité. Et finalement, c'est assez normal parce que sans collaboration et sans communication, on ne peut pas vraiment gérer des projets. Donc, sans surprise, mais en tout cas, encore une fois, l'agilité a permis de faire prendre conscience de l'importance capitale de la collaboration et de la communication. Et enfin, parce que ce qu'a apporté aussi l'agilité, c'est l'idée que le projet, il n'est pas figé. Alors bien sûr, encore une fois, si on fait de la gestion de projet classique, on ne devrait pas s'imaginer ça dans la tête. En fait, on sait très bien que le projet n'est pas figé, puisqu'on met en place des processus de contrôle des changements, etc. Mais l'agilité, encore une fois, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a permis de démocratiser en fait cette idée, de montrer que voilà, un projet, ça vit, ça évolue avec les retours des utilisateurs, avec l'apprentissage de l'équipe. On peut avoir des changements dans un monde qui va de plus en plus vite, où tout évolue, tout change constamment. Forcément, il va être indispensable de s'adapter au changement plutôt que de vouloir respecter coûte que coûte un plan qui est lui plus du tout adapté. Donc, on va avoir cette notion de dire oui à l'incertitude, modifier le plan, accepter les évolutions, etc., les changements. Bien sûr, ça se fait pas n'importe comment, et ça, on aura l'occasion aussi d'y revenir sur un podcast dédié. Alors, si je résume, en forçant un petit peu le trait, avant l'agilité, donc si une société voulait lancer une application de coaching sportif, par exemple, il fallait quoi ? 1, il fallait rédiger un cahier des charges, donc long comme le bras, avec l'ensemble exhaustif des spécificités techniques et fonctionnelles. 2, développer l'application en mode sous-marin, pendant 3 mois, voire même plus. 3, présenter le résultat final. Et forcément, il y a des choses qui ont évolué entre-temps. Ce qu'avait imaginé le client, c'est pas exactement ce qui est dans le rendu final, donc il va y avoir des petites adaptations à mener. Donc l'application livrée ne donne pas entière satisfaction et on repart pour un tour où on va redévelopper peut-être pendant 1 mois ou 2 en fonction des retours qu'on a eu, reprendre une nouvelle version et ainsi de suite. En bref, le développement informatique de cette application, il est plutôt laborieux et le projet subit de plein fouet l'effet tunnel puisque on livre, mais il y a toujours des retours, ça donne pas satisfaction, ça correspond pas exactement à ce que voulait le client, et donc quand on regarde en fait le déroulé du projet, il y a de grandes chances en fait qu'à cause de cet effet tunnel, on se prenne du retard. Maintenant, si je prends le même projet avec l'agilité, et encore une fois, je force le trait pour bien vous faire comprendre ce que ça a pu apporter en termes de logique, et plutôt que de rédiger un cahier des charges de 60 pages et de tout développer d'un coup sur cette application, on va la réaliser par petits bouts. Donc on fait un MVP, on fait une démo, on recueille du feedback utilisateur, on avise, on repriorise, on redéveloppe un petit bout, et ainsi de suite. Et donc en 3 semaines, on est capable de sortir une première version, alors certes incomplète, mais fonctionnelle, qui par exemple va permettre de se créer un compte, de se connecter, de choisir un objectif au niveau sport, et de recevoir un programme sportif de base. Et grâce au feedback, on va adapter, on va prioriser les prochaines fonctionnalités, donc nutrition, suivi de la performance, intégration Apple Watch, et ainsi de suite. Donc résultat, on a un produit qui est aligné avec le besoin, on a une capacité à itérer vite, donc à faire des sprints encore et encore, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, pour livrer un incrément, donc un petit bout de produit utilisable. Et on a une capacité aussi à rapidement intégrer les retours clients,
que ce soit pour modifier des fonctionnalités, donc modifier ce qu'on avait imaginé, que ce soit pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, prioriser telle ou telle chose, etc. Alors, en bref, l'agilité, elle a mis en lumière des principes fondamentaux qui sont souvent oubliés dans les méthodologies traditionnelles. Alors, c'est pas les méthodos en elles-mêmes qui les oublient, c'est plutôt les personnes en fait qui les appliquent mal, on va dire. Mais l'agilité, elle a remis en lumière en fait le fait de se concentrer sur l'essentiel, d'écouter les utilisateurs, de travailler en équipe et de s'adapter à la réalité. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, vous allez me dire, ouais Thibaut, tu es en train de nous dire que l'agilité c'est magique, c'est miraculeux, et que heureusement que c'est là, parce que sans ça, en fait, on travaillait vraiment comme des banques. Alors oui et non. Et maintenant, j'arrive sur la deuxième partie de ce podcast, c'est l'antithèse, qui est de dire que l'agilité, c'est beaucoup de marketing, au final, pour peu d'innovation. Alors l'agilité, vous l'avez compris, je pense, vous commencez à me connaître, c'est pas la réponse à tout. Et moi, personnellement, j'ai un réel souci avec l'agilité telle qu'elle est présentée aujourd'hui. Donc la vérité, c'est que tout le monde, en fait, crache sur les méthodes traditionnelles, et notamment le waterfall, le cycle en V, etc. Mais juste pour rappel, le waterfall, c'est pas une méthode. Donc en fait, on peut retrouver tout ce que propose l'agilité, on peut retrouver tout ça dans une approche traditionnelle de gestion de projet, et on n'a pas besoin de faire de l'agile ou du scrum pour être agile. Et ouais, quand on creuse un peu, quand on met de côté son idéologie, quand on met de côté son dogme qui dit que l'agilité c'est magnifique, c'est génial, et qu'on se met à comparer, on se rend compte que l'agilité, elle n'a rien inventé. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, l'agilité c'est pas né en 2001, ce qui est né en 2001 c'est la marque Agile. On a pris des principes déjà existants, comme par exemple l'amélioration continue, on a saupoudré tout ça d'un petit peu de bon sens, on leur a donné un nouveau nom, et on a vendu ça comme une révolution. Alors oui, je sais, je suis un peu provoque, et je suis certifié agile, et pourtant c'est moi qui vous le dis, mais je suis désolé, l'agilité c'est vraiment devenu une belle facette marketing, et en fait, tout ce que met en avant l'agilité, pour mieux travailler, ce sont des choses, comme je vous l'ai dit, qui existaient déjà avant. Vous pouvez prendre le PMP, vous pouvez prendre Prince2, vous pouvez prendre n'importe quelle méthodo, entre guillemets, traditionnelle, sérieuse de gestion de projet. Le côté adaptation, on l'a. Le côté réponse au changement, de préférence au respect d'un plan, on l'a. Le côté bien communiquer, faire attention aux individus, aux interactions, plutôt que de penser processus et outils, on l'a. Les solutions opérationnelles, de préférence à une documentation exhaustive, etc. Tout ça, on l'a en fait. On l'a déjà. C'est juste que l'agilité, c'est une autre manière de travailler, mais ça ne révolutionne absolument rien, parce que ce qu'on met en avant en parlant d'agilité, ce qu'on met en avant comme bénéfice, en fait, on peut tous les avoir, même si on travaille de façon très traditionnelle, prédictive. Et ouais, on travaillait déjà en itératif et en incrémental bien avant 2001, bien avant qu'on mette en avant l'agilité. Et c'est même d'ailleurs une bonne pratique pour les projets de déploiement ou de migration. Par exemple, si j'ai 50 serveurs à migrer, des serveurs applicatifs, des serveurs techniques, etc., d'une entreprise d'un point A à un point B, je migre pas tous les serveurs d'un coup, je vais les migrer par lot ou par grappe applicative, parce que sinon, si j'ai le malheur en fait qu'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, potentiellement je plante toute l'entreprise. C'est juste pas envisageable, clairement. Deuxième point, je vais me concentrer sur l'essentiel. Si c'est pas essentiel, je le fais pas. Tout comme l'agilité en fait. Troisième point, on planifie pas tout le projet d'un coup, oui, forcément, parce que au démarrage du projet, j'ai pas forcément encore l'idée de comment je vais migrer mes lots de serveurs ou mes serveurs les uns à la suite des autres. Il y a peut-être des dépendances cachées que j'ai pas encore visualisées. Et de toute façon, globalement, il y a des choses qui vont se produire en cours de projet qui font que si je planifie tout de façon détaillée, mon planning, au bout d'une semaine, il sera caduc. Donc, je vais faire un macro-planning pour garder une vision ou une roadmap, on appelle ça comme on veut. Et la planif détaillée, elle se fait uniquement pour l'étape en cours. Pourquoi ? Parce que trop de choses évoluent au quotidien et ce serait bête de refaire 40 fois le planning. Encore une fois, l'agilité, elle prône ni plus ni moins la même chose. C'est juste que la roadmap va se faire de façon différente, mais ce n'est ni plus ni moins que la même chose. Écoutez les utilisateurs. C'est la base de ce qu'on appelle l'élicitation en gestion de projet. L'élicitation, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, en fait, c'est le fait d'aller au-devant des utilisateurs, de les challenger un petit peu, de leur poser des questions, les écouter surtout, pour comprendre leurs besoins. C'est la base de la gestion des parties prenantes, c'est la base de la communication, et sans ça, on a toutes les chances de se vautrer, qu'on fasse ou pas de l'agilité. Travailler en équipe, travailler en équipe, c'est le propre de la gestion de projet traditionnelle, c'est le propre de la gestion de projet même tout court, qu'on fasse de l'agile ou pas. Un projet, ça n'a jamais été chacun dans son coin, c'est une équipe qui travaille ensemble à la réalisation d'un objectif commun. Donc, encore une fois, l'agilité n'a rien inventé. S'adapter à la réalité.
Oui, on le fait aussi en fait. Dans une méthode traditionnelle, dans une approche prédictive, on met en place un processus de gestion des changements ou des évolutions, on appelle ça comme on veut, mais le principe étant le même, on doit s'adapter continuellement, on va juste pas le faire n'importe comment, on met un cadre en place pour expliquer comment va se faire les évolutions. Alors bien sûr, le cadre, il faut pas qu'il soit trop complexe pour éviter que le projet puisse changer. Le projet doit nécessairement évoluer en fonction des retours, en fonction de ce qui se passe sur le marché, etc. Mais pas n'importe comment, parce que sinon, on repart dans un effet tunnel ou on part dans une dérive des objectifs et le projet n'aura plus de fin. Et ça, c'est pas envisageable non plus. Et de la même manière qu'en agilité, ça c'est pas n'importe comment, on met un cadre en place. Donc mon plus gros problème avec l'agilité, en fait, c'est que globalement, quand on regarde tout ce que vont nous dire les coachs agiles, etc., sur LinkedIn, sur le net, etc., on décrit simplement du bon sens, entre guillemets. Et ce bon sens, en fait, c'est des choses qui sont déjà mises en place en gestion de projet traditionnelle, qui ont déjà été éprouvées maintes et maintes fois sur des dizaines d'années. Et donc, l'agilité, en fait, n'invente rien. Elle réinvente juste la roue. Mais par contre, la principale différence, c'est que contrairement aux approches traditionnelles, l'agilité, elle va jamais expliquer comment faire parce que elle met en avant l'auto-organisation de l'équipe. Et donc moi, ce que je constate, c'est que souvent, les équipes agiles, en fait, notamment celles qui sont pas matures, c'est-à-dire celles qui n'ont pas bossé pendant 10 ans en agilité, elles comprennent tous ces concepts, mais elles sont un peu perdues parce qu'elles n'ont pas de cadre. Elles sont auto-organisées, c'est à elles de définir les meilleurs outils pour faire ceci ou faire cela. Et bien souvent, en fait, c'est le bordel. Donc, les approches traditionnelles, voire hybrides, si vous voulez, c'est au final une bonne chose de les mettre en place, de mon point de vue. Pourquoi ? Parce qu'on apporte ce cadre complémentaire, et une fois que ces équipes sont montées en compétences, sont devenues un petit peu plus matures, en fait, grâce à ce cadre assez restrictif, assez traditionnel, prédictif, etc., on l'appelle comme on veut, et on peut évoluer ensuite vers une auto-organisation de l'équipe. Et encore une fois, on n'a pas besoin de faire de l'agilité pour qu'une équipe soit auto-organisée. C'est le propre d'une équipe en gestion de projet. Elle va évoluer vers l'auto-organisation au fur et à mesure de sa maturité en gestion de projet. C'est comme ça que ça fonctionne, ou en tout cas que ça devrait fonctionner. Et tout ça, en fait, si je reviens sur l'agilité, ça nous amène à tout un tas de concepts, chacun ayant son petit nom, son petit framework, son petit tool, etc. Alors, je dis pas le contraire, hein, il y en a certains qui sont vraiment utiles, qui sont intéressants, et ces outils intéressants, en fait, ils peuvent être transposés sur les approches un petit peu plus séquentielles, prédictives, donc comme je vous le disais. Et la plupart de ces concepts, par contre, avec des noms fumés, dès qu'on gratte, on se rend compte que, on en parlait déjà il y a 30 ans et qu'on a juste mis un nouveau nom un peu stylé par-dessus. On voit que des rétrospectives, par exemple, une rétrospective, c'est ni plus ni moins on pourrait appeler ça une revue de projet, ça peut être un post-mortem, ça peut être une revue d'itération. C'est un point de synchronisation d'équipe où on va discuter axes d'amélioration. Mais c'est des choses qui se font depuis 30 ans, en fait, voire même plus. Et là, en fait, où j'ai vraiment une dent contre l'agilité, c'est que derrière, il existe au moins 50 façons différentes de faire des rétrospectives, chacune avec son petit nom en franglais, etc. Et en fait, ça perd juste tout le monde. Ça perd tout le monde. Allez, pour le plaisir, je vous donne quelques concepts anciens qui ont maintenant un nouveau nom. Donc le sprint, c'est un cycle itératif ou une itération. Rétrospective, je vous l'ai dit, revue de projet, post-mortem, etc. Daily meeting, c'est un point d'avancement rapide, c'est un point journalier. Backlog produit, c'est un cahier des charges qui est un petit peu évolutif avec des besoins priorisés. Rien de nouveau sous l'horizon. Quand on parle de user story, c'est ce qu'on vient mettre dans le backlog produit. Ce sont des scénarios d'usage, des expressions de besoins utilisateurs. Livraison continue, c'est une intégration progressive, c'est déjà pratiqué en DevOps ou en Extreme Programming bien avant 2001. On y revient encore une fois, en fait, le manifeste agile, il n'a rien inventé, et globalement, l'agilité n'a rien inventé. Il faut juste, par contre, bien garder en tête que ce qu'on dit agile aujourd'hui, l'agilité d'aujourd'hui, en 2025, c'est très éloigné, en fait, du manifeste agile de 2001. Pourquoi ? Parce que l'agilité, c'est devenu un label. C'est un mot qui rassure, c'est un mot qui séduit, c'est un mot qui attire. Et donc, on vend plus des formations en gestion de projet. Ça, on sait d'avance qu'on va avoir des concepts, entre guillemets, de dinosaures. On va vendre des bootcamps agiles. On fait plus des réunions, on va faire des rituels agiles. On recrute plus un chef de projet, on cherche un Scrum Master, un Agile Coach, un Product Owner, etc. Donc l'agilité, c'est devenu un produit marketing à part entière, et comme tout produit, elle est packagée. On a des frameworks qui sortent tous les jours. On a des nouvelles versions de framework comme Safe, qui a sorti, je crois que c'est sa version 6 récemment, qui a totalement explosé ce qui se faisait précédemment sur Safe, et donc ils ont changé les termes, etc. Il faut à nouveau se certifier, etc. Et donc aujourd'hui, l'agilité, c'est packagé parce que on vend du framework, on vend de la certification, on vend des méthodes clés en main, et ça va à l'encontre même, en fait, de la philosophie qui était derrière le manifeste agile. Et j'ai un cas concret pour vous sur les certifications agiles. Aujourd'hui, on peut dépenser plusieurs milliers d'euros pour, entre gros guillemets, devenir un expert agile.
Comme ça, on sera un Scrum Master certifié, donc on a plein de certifications différentes, toutes ne se valent pas. On va apprendre Safe, on va apprendre Less, on va apprendre Nexus, on va se former à l'agilité à l'échelle. D'ailleurs, petit aparté, l'agilité à l'échelle, qui est censée être agile, est parfois beaucoup plus rigide qu'un cycle en V. Fin de la parenthèse. Et on voit bien en fait que l'agilité, c'est devenu un produit marketing, tout court. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, vous allez me dire, ok Thibaut, t'as fait une thèse, t'as fait une antithèse, du coup, qu'est-ce que t'en penses de l'agilité et où est-ce qu'on va avec tout ça? J'ai envie de vous dire qu'en fait, être agile, c'est pas utiliser une méthode, c'est pas utiliser un framework, c'est une posture. Donc la vraie agilité, déjà, elle est agnostique. Donc on va pas dire, voilà, si tu fais pas du Scrum, t'es pas agile. Ça, c'est totalement idiot. Et la vraie agilité, ça existe bien avant 2001, et c'est quelque chose, en fait, qui existe depuis une trentaine d'années, facile, parce que cette agilité, elle est intégrée de base dans les processus de gestion de projet qui sont décrits dans le Prince2, dans le PMP, etc. Alors je le sais, les agilistes convaincus qui vont prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux, ils vont sûrement s'insurger contre ce podcast. Je vais prendre une volée de mails incendiaires et ils vont expliquer à qui veut l'entendre que le waterfall, c'est le mal. Alors, juste, ce qu'ils appellent waterfall, c'est simplement la pire gestion de projet que vous pourriez mettre en place. C'est la collection de tout ce qu'il ne faut pas faire et aucun ouvrage sérieux n'a jamais parlé de waterfall. Vous prenez le PMP, ce n'est pas du waterfall. Le PMP, qui est le Body of Knowledge, donc la référence en gestion de projet, qui arrive bientôt à sa 8e version, en fait, il ne fait ni plus ni moins que donner des outils qui répondent au manifeste agile. Et c'est ça qui est fou, c'est que les personnes qui vont critiquer, entre guillemets, le waterfall avec tout ce qu'ils mettent dedans, n'ont jamais lu des méthodologies de gestion de projet, comme Prince2, comme ce qui est décrit dans le PMP, etc. Donc si vous voulez vraiment être agile, gardez en tête que c'est une philosophie, c'est une posture, c'est pas une approche. Alors même si je suis contre l'agilité telle qu'elle est vendue aujourd'hui, parce que pour moi on est vraiment sur un produit purement marketing, je vous invite quand même à lire le manifeste agile. Il y a 4 valeurs et 12 principes qui sont décrits dedans, qui peuvent être adoptés, peu importe l'organisation, peu importe la façon de travailler. Et c'est vraiment intéressant parce que si je prends par exemple la 3e valeur qui est la collaboration avec les clients, de préférence aux négociations contractuelles, ça ne veut pas dire qu'on fait l'un au détriment de l'autre. Ça veut dire que si je dois choisir entre une négociation contractuelle ou collaborer avec un client, je vais collaborer, je vais communiquer parce qu'en fait, on sortira tous gagnant-gagnant lorsqu'on se parle et qu'on avance ensemble, plutôt que de se cacher dans son fort, chacun de son côté, en brandissant les articles contractuels, en faisant des batailles d'avocats, etc. L'agilité, c'est une philosophie, c'est une posture, mais c'est pas parce que vous ne faites pas de Scrum ou de Kanban ou ce que vous voulez que vous n'êtes pas agile. Alors en conclusion, vous l'avez compris, je suis en désaccord total avec ce qu'est devenu l'agilité aujourd'hui. Pour moi, c'est un buzzword aujourd'hui, c'est une belle façade marketing qui est appliquée sans discernement. C'est un mot valise, c'est un label marketing, un mot qui rassure, qui séduit, qui attire, ça fait bien, ça fait beau, ça fait propre, mais en fait c'est un cache-misère. Et bien souvent, ce que je constate, c'est que les entreprises qui deviennent agiles se cachent derrière une façade marketing, mais en fait ne changent jamais réellement. Et du coup, les problèmes qui étaient censés être résolus lorsque les équipes sont passées à l'agilité sont toujours présents, voire même explosent. Et au final, l'agilité, elle fonctionne pour un point, c'est qu'elle va révéler ces problèmes-là, qui étaient un petit peu cachés sous le tapis avant, mais ne les résout pas. Et donc, bien souvent, sur les transformations agiles comme ça, on se rend compte que les équipes, en fait, ce qu'elles subissent, c'est pire qu'avant. Et comme je vous l'ai dit, avec l'agilité, on a mis des mots nouveaux sur des idées anciennes, on a transformé des principes de bon sens qui étaient déjà intégrés, du coup, dans les méthodos traditionnels en dogmes sacrés qu'on ne peut pas remettre en question, et on vend des frameworks et des certifications à tour de bras comme des formules magiques. Tu appliques ça, tu verras, ça fonctionnera pour ta boîte. Donc le plus souvent, l'agilité, c'est du rebranding, c'est aussi beaucoup de choix artistiques, on va pas se mentir, et à force de vouloir faire agile, on oublie aussi de penser projet. Et ça, c'est un point qui m'agace de plus en plus, c'est que je me rends compte qu'en fait, des personnes qui font de l'agilité ne comprennent pas ce qu'est un projet à la base, ne comprennent pas la gestion de projet, ne comprennent pas la gestion de portefeuille. Et pour moi, c'est un red flag. En fait, pourquoi ? Parce que on ne peut pas prétendre faire de l'agilité, donc gérer un projet d'une autre façon que ce qu'on pourrait faire, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise idée. Mais on ne peut pas prétendre faire de l'agilité et vendre de l'agilité si on ne comprend pas en fait la gestion de projet. Pourquoi ? Parce que si on ne comprend pas pourquoi en gestion de projet on met tel et tel processus en place, etc., ça veut dire qu'on va être amené à refaire les mêmes erreurs en agilité, sauf que, étant donné qu'on a laissé beaucoup plus de flou
que le cadre est volontairement plus light, que l'équipe est auto-organisée, etc., on va avoir de sérieux soucis derrière. Et je vous donne quelques exemples. Le client a encore changé d'avis, mais c'est pas grave, on est agile. Donc ouais, pourquoi planifier, pourquoi préparer, de toute façon, puisqu'on tout change tout le temps. Et puis, comme tout change tout le temps, que l'incertitude, on doit l'embrasser, etc., pourquoi on va s'embêter avec la gestion des risques et compagnie. On va vivre finalement au jour le jour, advienne que pourra, et on verra bien. Pas besoin de documenter, on est agile. Ça, si tu ne documentes pas, en fait, je suis désolé, mais tu vas passer ton temps à refaire les mêmes erreurs. Et dans un mois, quand tu vas avoir un retour utilisateur qui va falloir revenir sur ce que tu as déjà fait, tu t'en souviendras plus, et ça va être une perte de temps monstrueuse. Et on a aussi le côté, ouais, on va aller vite, on va être agile. Ça veut rien dire, en fait. Aller vite, c'est juste faire n'importe quoi, se bercer dans l'illusion qu'on va avancer rapidement, mais on va se prendre le mur. Et on va se prendre le mur. Qu'on fasse de l'agilité, qu'on fasse de la méthode traditionnelle, on va se prendre le mur. Donc c'est pas parce qu'on travaille en mode agile, en faisant du Scrum par exemple, qu'il faut aller super vite et qu'il faut pas se poser un peu pour réfléchir un petit peu au cadrage du projet et pour réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire et comment on va le faire en fait. Donc pour conclure, ce qui compte c'est pas d'être agile, ce qui compte c'est pas de faire du Scrum, c'est pas d'utiliser telle ou telle méthode ou même d'utiliser une approche beaucoup plus traditionnelle. Ce qui compte c'est juste d'être lucide, d'être efficace, d'être pragmatique, d'accepter de se remettre en question, parce que parfois on va travailler d'une certaine manière parce que c'est confortable, parce qu'on a toujours fait comme ça, etc. Mais c'est pas nécessairement la meilleure façon de travailler dans ce contexte précis, et donc il faut savoir s'adapter. Et ce qui compte, c'est de choisir la bonne approche, la bonne méthodologie, le bon outil qui est adapté à votre projet, qui est adapté à votre équipe, à la maturité de l'organisation, et qui est adapté globalement à tout le contexte du projet. Donc l'agilité, oui, mais ça doit rester un état d'esprit, sinon on revient exactement là où on ne voulait plus être, dans des projets flous, dans des projets mal cadrés et dans des projets inefficaces. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à le noter 5 étoiles et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire sans problème, et vous pouvez également m'envoyer un mail à podcast@reussircesprojets.com. Et si vous souhaitez aller plus loin, retrouvez tous mes outils, formations et accompagnements sur reussircesprojets.com. À très vite.